le plus imposant navire de guerre en service a repris la mer. L'USS Gerald R. Ford, véritable géant d'acier de 100 000 tonnes, a traversé l'Atlantique pour se diriger vers les eaux des Caraïbes. Officiellement, Washington motive ce déploiement par une intensification des opérations antidrogue et une pression accrue sur le pouvoir de Nicolás Maduro. Pourtant, alors que la marine américaine se positionne, d'autres appareils touchent le sol vénézuélien. Il-76 en provenance de Russie ont été vus atterrissant à Caracas, livrant du matériel. Ce n'est pas un roman. Tout part d'une prise de parole publique d'Alexei Jouravliov, premier vice-président de la Commission de la défense de la Douma, rapporté par des médias russes. Il a déclaré que Moscou a expédié à Caracas des systèmes anti-aériens Pantsir, S-1 et Buk M2E. Ces propos ne restent pas orphelins. Des traces de vol corroborent l'acheminement. Flight Radar 24 enregistre l'arrivée d'un Il-76 exploité par Aviacon. Zitotrans à Caracas le 26 octobre, après une escale et un trajet indirect depuis la Russie. Le contenu exact de la cargaison demeure classifié, mais la ligne logistique est tangible. S'y ajoutent des analyses spécialisées et une image satellite diffusée par The Warzone montrant des batteries. Buk sur le territoire vénézuélien. Important. La photo atteste la présence de Buk, sans pour autant permettre de dater précisément l'arrivée. Des séquences filmées par des civils montrent également des lanceurs se déplaçant sur des axes routiers. Au bout du compte, plusieurs éléments convergent. Paroles politiques russes, historique de vol et preuves visuelles au sol. Le calendrier reste flou sur certains points, mais le mouvement de matériel est manifeste et vise à renforcer la protection anti-aérienne de Caracas. Pour mesurer l'effet de ces renforts, il faut examiner ce que possède déjà le Venezuela. La colonne vertébrale de son aviation de combat reste le Su-13 Jemekadoy. Chasseur russe est apte non seulement à défendre l'espace aérien, mais aussi à emporter des missiles anti-navires supersoniques, ce qui complique la manœuvre d'un groupe naval approchant. Au sol, Caracas exploite des S-300VM, parfois nommés Dante 2500. Ce sont des systèmes de défense longue portée destinés à intercepter avions et missiles à haute altitude. Les Buk et Pantsir viennent combler les étages moyens et bas. Le Buk assure une défense de zone à moyenne portée, tandis que le Pantsir, mobile et monté sur camion, protège des installations sensibles contre drones, hélicoptères et missiles de croisière. En superposant ces couches, le Venezuela construit une architecture défensive où chaque composante couvre les angles. Mort des autres. Mais l'atout majeur et le casse-tête pour qui planifie une opération reste la mobilité. La plupart de ces plateformes sont routées sur des véhicules. Elles se déploient, se replient, disparaissent. Les vidéos montrant des lanceurs le long d'axes fréquentés en témoignent. Cette mobilité allonge les trajectoires, impose davantage de prudence dans les frappes et augmente le coût, en matériel et en vie, d'une action aérienne offensive. Jouravliov n'évoque pas uniquement des moyens de protection. Il laisse entrevoir la possibilité de fournir des capacités offensives à plus longue portée. Deux appellations reviennent, Calibre et Oreshnik. Le Calibre est un missile de croisière navale éprouvé, dont la portée est souvent estimée entre 500 et 2. Est présenté comme un missile balistique à portée intermédiaire, avec une portée théorique qui atteindrait jusqu'à 5500 km selon certaines sources. Soyons précis. Il n'existe pas de preuves publiques confirmant la livraison de ces systèmes au Venezuela. À ce stade, il s'agit surtout d'un message stratégique et diplomatique, une façon de mettre la pression. Deux contraintes sérieuses tempèrent néanmoins cette rhétorique. D'abord, la Russie consacre une large part de sa capacité industrielle et logistique à la guerre en Ukraine, ce qui pèse sur ses capacités d'exportation. Ensuite, transférer des missiles de très longue portée comporte des implications politiques et juridiques considérables. Calibre et Oreshnik restent donc, pour l'instant, des leviers de dissuasion plutôt que des transferts vérifiés. Cela dit, la simple évocation de telles capacités modifie déjà l'équation. Un parapluie anti-aérien plus dense, plus mobile et potentiellement élargi force. Washington a repensé ses options, diplomatiques, militaires et stratégiques. La partie qui se joue dans les Caraïbes ressemble à une partie d'échec régional. Chaque mouvement provoque une réaction, et le théâtre d'opération se transforme. Ce n'est plus uniquement une démonstration symbolique de puissance. C'est une reconfiguration stratégique qui oblige à repenser la projection. De force à quelques centaines de kilomètres des côtes américaines. Quelles peuvent être les répercussions immédiates et à moyen terme? D'un côté, les États-Unis disposent d'un panel d'options. Accroître la présence militaire dans la zone,
multiplier les patrouilles et les missions de surveillance, renforcer les contrôles et resserrer l'étau des sanctions économiques et financières ciblées. D'un autre côté, la diplomatie reste un outil puissant. Mobilisation des alliés régionaux, pression au sein d'organisations internationales et tentatives de négociation confidentielles pour désamorcer une escalade. Pour Caracas, l'intérêt est multiple. En toile de fond, Maduro et ses partenaires cherchent à accroître le coût politique et opérationnel d'une intervention étrangère, à affirmer leur autonomie stratégique et à consolider une image de force intérieure. La réception de systèmes russes a autant de portée externe que de résonance domestique. Elle renforce la narration d'un État qui se protège face à des menaces supposées et renaît dans le registre de la résistance. Les voisins caribéens et latino-américains se retrouvent sur une ligne de crête